M6 vous informe que ce film reste interdit en salle aux mineurs de moins de 12 ans. Du fond de la plus tendre et de la meilleure des âmes peuvent surgir des désirs d'intense violence. Un jour peut-être les hommes apprendront-ils à lutter contre ces monstres de l'esprit. Alors, et alors seulement, quand le cerveau humain sera vraiment capable de se contrôler, nous pourrons songer à utiliser les puissances cachées de l'univers. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème dimension. Notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre bordel. Et avec la franchise dédiée au clown libidineux de Stephen King, c'est-à-dire Gripsou, Pennywise, j'ai envie de vous dire qu'on est dans un sacré bordel. Et c'est un petit peu votre créneau à vous également, parce que vous êtes en train de regarder cette vidéo, de l'écouter. Et on fait bien attention de ne pas regarder la vidéo dans sa voiture, sinon on va avoir un accident. Et je voudrais pas être responsable en fait de cette chose-là. Donc, au programme de ce fabuleux épisode, on va revenir aux origines littéraires de cette désormais franchise, donc en convoquant le roman de Stephen King. Ensuite, nous enchaînerons sur l'adaptation, la mini-série télévisuelle des années 90, qui a été un choc traumatique pour moi et pour, j'imagine, pour vous autres, si vous êtes de la même génération que la mienne. On enchaînera sur le diptyque cinématographique de Andrés Muschietti, donc ça sera les parties 3 et 4, donc avec ça chapitre 1 et ça chapitre 2, et on conclura avec cette joyeuseté sur Prime Video qui a débarqué en fin d'année dernière et qui s'intitule Bienvenue à Derry, donc il y a ça, virgule, Bienvenue à Derry, donc ça c'est le programme des réjouissances pour aujourd'hui. Alors, c'est vrai que, je vais pas vous le cacher, Stephen King, c'est mon auteur préféré. Il a bercé mon adolescence, c'est quelqu'un qui a aussi infusé mes textes, mon roman, c'est quelqu'un que je cite régulièrement dans mes cours. Pour moi, c'est l'auteur le plus important, en fait, du XXe siècle, et même, j'ai envie de dire, du XXIe siècle, même s'il n'est pas encore terminé. Mouillons-nous, et nous remercions aussi Barack Obama de l'avoir intronisé de la même sorte, de la même manière, et aussi Michael Jordan. Donc, merci Barack. Donc, c'est, on va dire, quelqu'un qui a hanté mes nuits de jeune garçon, et je tenais aussi, parce que je profite qu'il y ait la vidéo également, pour vous montrer que, cette édition d'origine, qui date de 1988, regardez à l'intérieur, il y a même mon petit prénom, parce que je voulais pas, quand je le prêtais, qu'on me le vole. Donc ça, c'est l'un des premiers romans que j'ai pu lire avec le Dracula de Bram Stoker, et certains ou certaines se diront que c'est de là que vient peut-être mon traumatisme originel. Donc tout ça pour dire que Stephen King, ça occupe une place dans mon cœur, notamment au niveau de ses écrits, parce que moi j'ai grandi avec Le Fléau, avec les Tommy Knockers, avec Christine, avec Cimetière, avec Charlie, avec Shining, donc des œuvres que j'avais en édition de poche chez J'ai lu, et qu'ensuite j'ai regardé au niveau de ses adaptations quand mes parents me l'autorisaient, et quand ils me l'autorisaient pas, j'essayais de pouvoir les regarder quand même. Donc là où je veux en venir, c'est que quand on a grandi dans les années 90, ce qui est mon cas, je suis né en 80, donc forcément
Et j'ai pris de plein fer et le cinéma des années 80 qui était en vidéoclub et ce qui était diffusé à la télévision. Et c'est vrai que les adaptations, les mini-séries, voilà, parce qu'on va parler aux plus jeunes d'un monde qui n'existe plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est sevré à du Netflix, à du Prime Video, à du Disney+, on a l'habitude de regarder des séries, voilà. Donc qui, au début, pouvaient avoir une dizaine d'épisodes, maintenant, de temps en temps, il y en a 7 ou 8, et des fois, on appelle ça aussi des mini-séries. Et ben nous, à l'époque, à la télévision, bien avant X-Files, parce que X-Files, ça arrivera en 96, et Buffy contre les vampires, qui poseront en fait les bases de ce que deviendra la série sur Prime Video ou sur Netflix, et ben on avait ce qu'on appelait des téléfilms. Voilà, par exemple, on l'avait cité dans l'épisode dédié à Chucky. Quand on parlait de Tom Holland, on parlait aussi des Langoliers. Et Langoliers, c'était une mini-série, donc c'était l'une des dernières, il y en a eu d'autres, mais on va dire que c'était qui reprenait un petit peu les codes de ces adaptations télévisuelles des romans de Stephen King. Et quand on a vécu dans les années 90 et qu'on avait un poste de télévision, et qu'on vivait à la campagne et qu'on n'avait rien d'autre à foutre que ça, on prenait différents petits chocs télévisuels, et c'est vrai que la mini-série Il est revenu, donc It, ou ça, au niveau du roman d'origine, était un choc, a été un premier choc, qui a été suivi par l'adaptation du Fléau, The Stand, et ensuite, alors, on parle pas de la qualité des œuvres, je parle pas des romans, je parle des mini-séries télévisuelles, ensuite les Tommyknockers, et bien après, on a pu voir arriver les Langoliers, la Tempête du siècle aussi, qui n'est même pas, qui reprend les codes des romans de Stephen King, mais qui est un scénario original de Stephen King, et qui n'est pas du tout un roman à la base. Donc tout ça pour dire que, à l'époque, en télévision, c'était une date. Voilà. Donc c'est là où on va faire un petit peu la transition sur cette première adaptation, mais avant toute chose, on va poser un petit peu les bases du roman de King. Alors déjà, pourquoi ces romans-là se retrouvaient à la télévision et pas forcément au cinéma? On pourrait se poser la question, parce qu'on avait déjà eu les adaptations cinématographiques, notamment de Shining. Parce que ce qu'il faut rappeler dans cette période-là, c'est que Stephen King, dans les années, fin des années 80, début des années 90, c'est l'auteur incontournable du cinéma fantastique, du cinéma de genre, et j'ai presque envie de vous faire une allusion à un article que j'avais posté sur LinkedIn, qui reprenait un petit peu l'influence qu'avait eu Stephen King, en tout cas sur mon background littéraire et autres. J'avais relevé cette information que mon père, quand j'avais une dizaine d'années, était un petit peu proche du daron qu'on peut voir dans Creepshow, de George Romero, où il y a Stephen King, qui est scénarisé par Stephen King, etc., où le daron lui balançait en fait sa revue qui est à imaginer, c'était un hommage au EC Comics, sa bande dessinée horrifique, en traitant cela de cochonnerie, et mon père m'avait dit la même chose en fait, en me disant qu'il serait temps d'arrêter de lire ces cochonneries, et c'est c'est un article où j'ai fini sur cette phrase en fait de mon père, en disant que heureusement que j'ai continué à lire ces cochonneries, parce que ça m'a influencé, et ces fameuses cochonneries drainent des millions et des millions de spectateurs à travers les décennies, à travers les générations, en salle, ou sur leur écran de télévision, ou dans les librairies. Voilà, donc c'était bien de notifier ces choses-là. Mais à l'origine, avant d'arriver, parce que le roman de Stephen King, c'est un roman qui sort en 86. Moi, je le récupère, on va dire, au début des années 90, avant l'adaptation cinématographique, enfin l'adaptation télévisuelle de Tommy Lee Wallace. Donc, ça sort en septembre 86, et chez nous, ça arrive en novembre 88, et c'est Albin Michel qui s'en occupe. Donc, avant la sortie de ça, il est à noter que l'auteur qui a été révélé au grand public, parce qu'il avait sorti pas mal de romans, mais ça a vraiment explosé avec Shining, et l'adaptation de Stanley Kubrick, qui dévoile au grand public l'auteur qu'est Stephen King. Mais pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, à cette époque-là, avant 86, c'est un auteur qui a écrit Carrie, Salem, Shining, Le Fléau, Dead Zone, Charlie, Cujo, Christine et Cimetière. Voilà.
Et à la même période, parce que ça c'est l'effet Kubrick, c'est l'effet Shining, chacun de ces films sera adapté quasiment coup sur coup. Donc, à l'époque, on a Brian De Palma sur l'adaptation de Carrie. Nous aurons Tobe Hooper sur Salem, Kubrick sur Shining, David Cronenberg sur Dead Zone, Mark Lester, sur Cujo, parce qu'il est toujours de bon ton, à 7ème dimension, de citer le réalisateur de Commando, donc ça c'était le point Commando. Donc Mark Lester pour Charlie, nous aurons Lewis Stig pour Cujo, alors vous pourriez vous dire, Lewis Stig, tout le monde s'en branle, et non, tout le monde s'en branle pas, parce que c'est le futur réalisateur de Désigné pour mourir, l'un des meilleurs Steven Seagal, donc c'était important aussi de le notifier, donc il y a eu le point Commando et le point Steven Seagal, et nous aurons Carpenter qui essaiera de se refaire une santé en adaptant Christine, et Marie Lambert pour Cimetière. Voilà le point Stephen King à l'époque, donc romancier à succès, auteur best-seller sur best-seller, et tous les réalisateurs du moment se battent, donc les plus illustres, les nouveaux arrivants se battent pour adapter ses œuvres. Globalement, ce qu'il faut comprendre avec King, du moins à l'époque, c'est qui dit durée, dit complexité, dit hausse des coûts de production, et l'exploitation en salle, rappelons-le, à cette époque-là, on n'est pas sur des épopées comme on peut le voir aujourd'hui, on n'a qu'à citer le dernier Avatar, 3h17, on n'est pas sur ces durées-là, pour maximiser en fait le nombre d'entrées, donc la télé s'avère être le meilleur réceptacle, en tout cas pour respecter... on verra, ça on en discutera, et je pense qu'en commentaire vous échangerez là-dessus. Moi, rendre justice aux écrits de King, à noter quand même que c'est un phénomène qui a perduré dans le temps. Si on prend l'un de ses plus beaux romans à mes yeux, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille, qui est 22-11-63, donc une romance de SF avec une enquête minutieuse menée sur les pistes liées à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Donc 22-11-63, ça devient une série à gros budget produite par J.J. Abrams. Donc ça n'a pas été un film. Pareil, pour les mêmes raisons, gros pavé de 1000 et quelques pages. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet avec cette première adaptation télévisuelle qui a bercé mon enfance et sûrement la vôtre, on va un petit peu défricher ce que raconte en fait le roman de Stephen King, et on verra aussi que malgré les nombreuses adaptations, c'est-à-dire malgré le téléfilm, malgré les 2 films de Muschietti et son préquel, il y a quand même des différences, et on joue un petit peu sur les temporalités. Donc le roman de King, comme à son habitude, c'est il traite, si on pourrait le rapprocher un petit peu d'œuvres comme Stand By Me notamment, on va avoir 2 temporalités, donc une première qui va se dérouler en fait dans les années 50, notamment entre l'année 57 et 58, il y aura un hiver, un été à l'intérieur, et 27 ans plus tard, donc du coup fin des années, on est au milieu des années 80, où je regarde mes notes pour pas dire des conneries, parce que je sais que dans les commentaires vous allez m'allumer, non c'est pas les fins des années 80, en fait dans le roman c'est 84-85, voilà, qui est bizarrement l'année d'écriture en fait du roman lui-même, et qui se base aussi comme habituellement sur une enfance de Stephen King. Donc ça a lieu dans le lieu illustre, la ville de Derry, qui est un lieu en fait inventé par Stephen King, mais qui base plus ou moins tous ses écrits, donc il y a un mythe là-dedans, donc n'oubliez pas, c'est pas un épisode dédié à Stephen King et aux adaptations de Stephen King, c'est vraiment une adaptation et une œuvre précise, donc ça a lieu à Derry, et ça va suivre dans la temporalité des années 50, pendant cette année-là en fait, le destin en fait de 7 personnages qu'on appellera le club des ratés, et ce qui est très fort dans l'œuvre de Stephen King, et c'est pour ça que ça peut parler à un jeune garçon et une jeune fille à cette époque-là, c'est que ça va convoquer en fait toutes les problématiques qui sont liées en fait à cette enfance et le début de l'adolescence, qui sont le harcèlement scolaire, les différences au niveau de la couleur des cheveux, la petitesse ou la grandesse de la taille, les problèmes de poids, tout ce qui peut faire que
qu'il n'y a rien de pire que d'avoir, entre guillemets, des différences et d'être à l'école, parce qu'il n'y a rien de pire, en fait, que la méchanceté des enfants eux-mêmes. Donc, on va suivre ce groupe qui va se former au fur et à mesure des péripéties qui sont liées notamment par la figure du harceleur en chef, qui est un espèce de rocker pré-punk de l'époque qui s'appelle Henry Bowers. Donc si on prend la voix, alors vous avez vu, hein, je l'ai fait très rapidement, le doublage français de notre cher Gripsou qui fait Henry Bowers. Donc on a cette saloperie d'Henry Bowers qui est le flic, qui est le fils, je balance tout avant même que ça sorte, qui est le fils voilà, du shérif, du flic de la ville, qui est un poivreau raciste et qui lui tape sur la tronche, donc fallait pas s'attendre à ce qu'il ait un enfant de cœur, entre guillemets. Donc on a ce groupe d'individus en fait qui va être malmené du coup par Henry Bowers, mais à côté de ça, il y a un phénomène dans la ville de Derry, c'est-à-dire que l'un des personnages principaux, donc qui est Billy le bègue, parce que lui va bégayer, donc ça convoque le racisme, ça convoque plein de choses, voilà. Donc on va dire que ça manque beaucoup d'inclusivité à cette époque-là. Et effectivement, Billy, qui peut être considéré comme le meneur de la bande, a un petit frère qui s'appelle Georgie, voilà, George, mais bon, son surnom c'est Georgie, et en lui fabriquant un petit bateau, voilà, qui sera l'incarnation en fait de toute l'horreur de la situation dans les adaptations cinématographiques, il lui fabrique un petit bateau, c'est jour de pluie, bon, je fais très rapidement parce que tout le monde connaît cette histoire, et il sort tout seul, il met un peu de paraffine sur le petit bateau en papier qui file le long de l'eau, enfin, de l'eau dégueulasse en fait de la rue de son pavillon, et le bateau atterrit dans une bouche d'égout, et dans cette bouche d'égout il y a un clown. Voilà, c'est ça le point de départ. Donc, et c'est ça toute la force du récit de Stephen King. C'est alors autant Steven Spielberg c'était l'aventure au bout du chemin, autant Stephen King c'est la mort et l'horreur au bout du chemin. Et donc ce clown lui demande de se rapprocher pour récupérer son bateau, et il lui arrache le bras en lui bouffant. Voilà. Et à partir de là, les péripéties s'enchaînent, les disparitions d'enfants s'enchaînent également, parce que ce clown, il y en a l'apparence en fait, est une entité maléfique qui est présente à Derry depuis des millions d'années, ça c'est une grosse différence qu'il y aura aussi dans les adaptations cinématographiques, et que elle se réveille tous les 27 ans, pour se nourrir. Alors vous pourriez vous dire pourquoi elle se nourrit des enfants, parce que en activant, c'est très facile d'activer la peur chez les enfants, et c'est vrai que c'est une entité protéiforme et qui prend la forme d'un clown, parce que c'est plus facile en fait pour attirer les enfants, et elle peut leur faire peur plus facilement, parce que plus la proie a peur, et plus son sentiment de satiété lorsqu'elle les dévore et comment dire, est accru. Voilà le point de départ. Donc dans le roman, on va avoir en fait ce club des ratés qui va se dresser à la fois contre Henry Bowers et essayer d'éradiquer cette chose-là. Voilà. Et elle y arrive bon gré mal gré, mais pas totalement en fait. Et à savoir aussi que ça sera absent aussi, et de l'adaptation télévisuelle et des adaptations cinématographiques, ce roman se conclut aussi âge prépubère ou début de l'adolescence. Alors je dis pas que c'est obligatoire, mais dans le groupe des 7, il y a une seule fille, ça se conclut par une orgie. Oui, vous avez bien entendu. À noter que pourquoi ça aussi, pour ceux et celles qui sont amateurs du King, c'était une période aussi où il carburait beaucoup à la cocaïne, donc il y a beaucoup de choses en fait qui sont liées en fait, on va dire, à sa dépendance à la cocaïne et à sa consommation de cocaïne, beaucoup de choses hallucinatoires, et c'est pour ça aussi qu'il écrivait, alors il écrit beaucoup, mais voilà, c'est un petit peu la cocaïne pour lui en tant qu'écrivain, c'est un peu la même chose que la drogue dans le heavy metal ou le rock, ça permet de décupler la créativité et aussi de se retrouver avec des histoires d'orgie, avec de jeunes adolescents. Donc du coup, ils se font une promesse,
Sachez que le livre était découpé, moi, dans la version poche, j'ai lu en 3 parties. On peut le trouver en un seul pavé, mais aujourd'hui, vu qu'il y a un diptyque, ça se trouve souvent en tome 2. Donc on a dans la structure même du roman des allers-retours qui est lié à la particularité de cette entité qui revient tous les 27 ans. C'est-à-dire qu'ils se font une promesse, parce qu'ils ne sont pas certains de l'avoir tué, et ils reviennent 27 ans plus tard à l'âge adulte pour finir le boulot. Voilà, c'est à peu près ça l'idée derrière le roman. Bon, roman à succès, best-seller, à savoir quand même qu'il est tenant d'un record, c'est-à-dire que C'est Cool, c'est l'un des ouvrages à l'époque qui est tiré avec un nombre de copies, voilà, c'est un record du nombre de copies, 1 million de copies en fait, pour son premier tirage, et 1 million de copies écoulées, voilà. Lauréat de plusieurs prix, donc comme je vous le citais un petit peu avant, vu que ça avait été adapté de multiples fois, ses œuvres précédentes, il était certain qu'un best-seller comme ça se retrouverait adapté, et donc pour des raisons de longueur, hein, quasiment 1200 pages, et ça se retrouve à la télévision. Et cette adaptation télévisuelle est confiée. Voilà, donc ça c'est à noter. Elle est confiée à l'un des collaborateurs, proches collaborateurs, de notre cher John Carpenter. Hein. Vous savez combien on aime John Carpenter à 7ème dimension. Et c'est donc à Tommy Lee Wallace qui est confié la tâche complexe d'adapter, comme vous venez de l'entendre, ce récit transgénérationnel, donc sur deux décades bien spécifiques, où on a des meurtres d'enfants, où il y a, comme je viens de le citer, une orgie qui clôture la première décennie. Et sachant que c'est pour la télévision à heure de grande écoute. Donc ça veut dire que dans ce travail d'adaptation, beaucoup de choses vont dégager. Donc déjà, c'est un gros budget. Stephen King se félicitait à l'époque d'avoir les moyens de ses ambitions pour la télévision, en tout cas. Donc, écrit et réalisé par Tommy Lee Wallace, c'est une production ABC. Voilà, donc c'est produit et ça sort en 1990, donc aux États-Unis, et ça arrivera chez nous par le biais d'M6. Gardez en tête qu'M6 a participé quand même pour certains et certaines de mes auditrices auditeurs et cinéphiles comme moi, a participé aussi à notre cinéphilie, de par les jeudis de l'angoisse, de par la programmation de ces mini-séries, et après bien entendu en programmant des séries comme notamment X-Files ou Buffy. Donc nous, chez nous, ça arrive en 93, ça atterrira aussi dans les vidéoclubs assez rapidement, et ça prend la forme en fait d'un téléfilm en 2 parties, donc 2 fois 93 minutes. Donc on verra que la structure qui est adoptée par le téléfilm sera légèrement différente de celle du diptyque de Muschietti, et c'est un peu le cul entre deux chaises entre le bouquin et l'adaptation de Muschietti. Autant Muschietti, ça on y reviendra un peu plus tard, décide quasiment de faire une époque dans le premier et une autre époque, l'époque adulte, dans le deuxième, dans le chapitre 2. Autant du coup, dans le roman, ça se mélange un peu, autant dans celui-là, clairement, on va avoir un mélange des deux dans la première partie, et surtout la partie adulte dans le deuxième téléfilm. Voilà. Donc, écrit et réalisé par Tommy Lee Wallace. Alors, mais qui est Tommy Lee Wallace ? Alors moi, Tommy Lee Wallace, je l'aime bien, voilà. Et d'autant plus parce qu'il a réalisé l'opus le plus singulier de la saga Halloween, qui est le Halloween 3, Season of the Witch, ou le sang du sorcier, de par chez nous, qui a été réédité dernièrement en coffret collector Blu-ray, donc je vous conseille de le récupérer si vous ne l'avez jamais vu. Et moi, je l'avais dans de multiples versions en VHS. C'était quelque chose qui se vendait généralement chez Initial Video
pour 1€, dans les bacs à soldes, et on le retrouvait souvent réédité avec de nombreuses jaquettes. Je l'ai même eu en jaquette en carton. Voilà. Donc, je pense que certains ou certaines voyageront, ça les ramènera un petit peu dans ces grandes surfaces, de ces étals. Je crois que c'était les versions les plus ignobles, ça, les jaquettes en carton. Hein. Donc, ce Halloween 3, j'insiste un peu dessus. Pourquoi ? Parce que c'était aussi une volonté de Carpenter, parce qu'il avait plus ou moins tout dit dans le film d'origine, et notamment dans sa séquelle, hein, qu'il a fait pour des raisons pécuniaires. Il avait plus ou moins tout dit, et il voulait qu'Halloween s'oriente en fait vers un rendez-vous annuel, et que ça soit une variation autour du thème lui-même d'Halloween. Et c'était assez culotté comme film, parce qu'il n'y a pas Michael Myers, c'est une histoire originale, et c'est quasiment une histoire de sorcière, et c'est vrai que je fais un petit point là-dessus, parce que dernièrement, j'ai pu l'entendre dans différents podcasts, voilà, où ça tape dessus, et je trouve que c'est un petit peu bourgeois de malmener ce film. Il faut savoir, et c'est ce qu'on essaye de faire à 7ème dimension, remettre un petit peu les choses dans leur contexte, et dans les contextes de l'époque. Donc oui, c'est vrai que voilà, c'est un film qui date de 82, on est en 2025. Ouais, il y a peut-être des choses qui sont plus tolérées aujourd'hui, où on peut peut-être en rigoler, mais en tout cas, moi je trouvais qu'il fallait avoir un sacré paquet de coronets pour tenter de se défaire. À l'heure d'aujourd'hui, où on voit des licences se multiplier, notamment on peut penser au Star Wars, on a du mal à se défaire de on va dire, la famille Skywalker, donc doit devoir un opus Halloween complètement partir dans l'autre sens. Et peut-être que les mauvaises langues diront, bah ouais, regarde, Predator Badlands a essayé d'aller à côté. Non, c'est pas pour les mêmes raisons. Voilà, que je n'ai pas apprécié ce Badlands. Donc voilà, ça avait au moins le mérite de proposer autre chose, et c'était plutôt bien emballé. On lui devra une séquelle pas forcément utile au Vampire, vous avez dit Vampire, de Tom Holland, qui est Fright Night 2, qui sort en 88. Bon, moi j'étais pas forcément fan de celui-là à l'époque, mais j'ai envie de vous dire, par les temps qui courent, et vu le manque de qualité, pareil, hein, un film réédité dernièrement, ça vaudrait peut-être le coup que j'y jette un œil. Moi, dans mon souvenir, quand même, ce qui m'avait un peu calmé, c'est quand même, on y voit un loup-garou y faire du patin à roulette. Voilà. Donc, bon, vous m'avez compris là-dessus. Il signera une suite DTV du fabuleux Vampire de John Carpenter, qui est Vampire Los Muertos, ou Vampire Adieu Vampire en version originale, qu'on avait chroniqué dans le 7ème dimension papier. C'était le numéro 2, celui qui avait la couverture couleur, et j'avoue quand même, je le dis avec le temps, j'avais été peut-être un peu trop optimiste, parce que c'était un inédit. C'est quand même très dispensable, avec John Bon Jovi en lieu et place de James Woods. C'est quand même pas la même tambouille. À noter que notre très cher Tommy Lee Wallace livrera quelques épisodes de cette série folle des années 80, qui est l'enfer du devoir, hein, avec un générique complètement fou, hein, qui en a traumatisé plus d'un, et plus d'une, mais surtout plus d'un, en tout cas. Et aussi, on l'aime beaucoup d'amour, notre Tommy Lee Wallace, parce qu'il fait partie de ce groupe, je sais même pas comment le qualifier. Et ben oui, John Carpenter a eu un groupe, voilà, qui s'appelait les Coupes de Ville, mené par Nick Castle, hein, qui était quand même notre Michael Myers, l'homme derrière le masque d'Halloween, et Tommy Lee Wallace, donc un groupe assez ringard, assez rapidement ringard. Donc les plus pointilleux savent de quoi je parle, parce qu'ils ont pu voir le fabuleux clip réalisé par les Coupes de Ville pour Big Trouble in Little China, c'est-à-dire les aventures de Jack Burton. Donc voilà. Donc il a toute ma sympathie, parce que j'ai le clip en tête. Donc il y a de fortes chances que pendant que vous regardez ce fabuleux montage de cet épisode-là, que sur le côté gauche de l'écran, et ben vous ayez
retrouver ce clip des coupes de ville, et j'espère qu'il y sera, parce que s'il n'y est pas, ça veut dire que c'est YouTube qui n'aime pas, pour des raisons de droit, que je puisse passer l'extrait du clip. Voilà pour les faits d'armes de ce cher Tommy Lee Wallace. Donc, un diptyque de 2 fois 93 minutes, et on y retrouve pêle-mêle, voilà, à la fois pour incarner les plus jeunes et leur version plus âgée, et ben le nec plus ultra de la télévision américaine de l'époque. Donc on y retrouve Richard Masur, John Ritter, Annette O'Toole, Richard Thomas, et pour incarner Gripsou. Ouais, parce que ça, c'est compliqué aussi, hein, pour incarner cette figure du mal qui prend l'apparence d'un clown. Donc il faut pouvoir à la fois avoir le côté attirant pour les enfants, mais le côté rebutant pour se dire que le clown a un problème. Et ben, on prend le pré-Jim Carrey de l'époque, qui est Tim Curry, dont le visage a marqué aussi bien des rétines en 85 pour le Légende de Ridley Scott, hein, parce qu'il y incarnait carrément le diable, et avant dans Rocky Horror Picture Show, donc film culte, hein, donc on n'a pas besoin de remonter toutes les infos. Donc la tête de l'emploi, un effet spécial à lui tout seul, et dans le rôle de certains enfants les plus reconnaissables. Donc là, on va partir sur le côté du leader du casting. Si Richard Thomas s'occupe d'être Billy le Bègue adulte, c'est un autre enfant, pas des plus connus, qui va s'occuper de ce rôle-là. Alors pas des plus connus, mais si des plus connus. C'est Jonathan Brandis. Et Jonathan Brandis, on le voyait un petit peu dans toutes les séquelles de l'époque, notamment une séquelle au beau-père de Joseph Ruben, le beau-père 2, l'Histoire sans fin 2, et on le voyait aussi donner des coups de pied avec son ami imaginaire, qui est Chuck Norris, réalisé par Aaron Norris, dans Sidekicks. On le verra aussi dans la série ultra friquée produite par Spielberg, qui est Sequest Police des mers, et c'est aussi, je fais un petit coucou au livre de Johnny Bart, hein, donc la personne derrière la chaîne YouTube Réservoir Vlog, donc qui maintenant s'appelle aussi Johnny Bart, voilà, donc il essaye, hein, parce que comme il le disait récemment, des fois il y a des problèmes avec la communauté, on l'appelle Monsieur Réservoir ou Monsieur Vlog, je peux comprendre par moment. Donc lui dans sa chaîne qui avait déjà participé à 7ème dimension pour la trilogie Matrix, pour Matrix Resurrection, donc tous les Keanu Reeves, hein, et notamment Point Break, et qui lui se fait une spécialité. Donc si vous n'êtes pas tombé sur sa chaîne, je vous incite à y aller, qui se fait une spécialité des destins tragiques à Hollywood, et a sorti un roman, voilà, donc un livre là-dessus, hein, que je vous conseille fortement, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, et notamment les destins tragiques. Et c'est vrai que Jonathan Brandis, c'est là que je raccroche un peu les wagons, c'est un destin tragique que j'avais déjà traité aussi, c'est le mec qui se fait sa pub, dans le bar de Dennis Quaid, hein, cette rubrique qui était dédiée aux acteurs alcooliques et aux suicidés et autres destins peu reluisants d'Hollywood. C'est vrai que c'est quelqu'un qui se suicidera en 2003, donc c'est un destin brisé, Jonathan Brandis. Mais dans les autres trognes enfants qu'on peut voir dans ce téléfilm des années 90, on a aussi 16 Green, ou 7 Green, voilà, ça dépend comment vous le prononcez, qu'on verra de multiples fois à la télévision, mais qu'on verra aussi au cinéma dans Austin Powers, La main qui tue, dans Tix aussi, Tales from the Dark Side, donc, qui est aussi un DTV, hein, voilà, Les Contes de la Nuit Noire, et aussi en petit ami loup-garou dans Buffy contre les vampires. Donc lui, c'est aussi un fervent activiste du cinéma de genre ou du genre en télévision dans les années 90 et même au début des années 2000. Alors, la question que tout le monde se pose, notamment peut-être les plus jeunes d'entre vous, Eddie, est-ce que cette adaptation, c'est une bonne adaptation ? Eh bien, malheureusement, non. Alors, moi, je l'apprécie, et les gens de ma génération l'apprécient, parce que c'était la première, en tout cas vraie adaptation, vraie entrée dans l'univers visuel de Stephen King, hein. On pourrait avoir Maximum Overdrive, hein, aussi, comme entrée dans l'univers de Stephen King, et ça n'en fait pas un bon film, mais pourtant je l'aime d'amour
pour de mauvaises raisons. Et c'est vrai que Tommy Lee Wallace, quand il se voit confier la tâche, comme c'est à heure de grande écoute, là on n'est même pas sur les règles du PG-13, c'est-à-dire que ça doit être tout public. Donc il doit sabrer beaucoup de choses dans le roman, donc le côté de l'orgie, vous l'oubliez, toute la mythologie derrière le rituel de Chud, le côté amérindien, pour lutter, les origines en fait de la chose elle-même sont passées sous silence. Je vais pas vous mentir, moi-même à l'époque, quand on avait Tim Curry qui parlait de viens en bas, tu verras, ils flottent tous, bah tu comprends pas en fait, si t'as pas lu le bouquin. Parce que en aucune manière tu ne comprends cette idée de ils flottent tous, donc toute la mythologie autour de la créature est complètement passée sous silence. Il y a beaucoup d'événements aussi qui le sont, et effectivement, c'est loin d'être gore. Ça l'est pas du tout même. Donc, à ce niveau-là, j'ai envie de vous dire, alors, moi je l'ai revu dernièrement, bon, je l'ai regardé comme une Madeleine de Proust, mais plus on arrivait vers la deuxième partie, et ça historiquement c'était le cas, plus on arrivait vers la deuxième partie, et j'ai envie de vous dire, et plus on s'y fait chier. Voilà, donc voilà, si on convoquait Peterson, ou même vous, chers auditeurs, auditrices, vous me diriez, si vous aviez grandi avec cette œuvre, que c'est vraiment la deuxième partie qui est la plus déceptive. De toute façon, c'était la partie qui était la plus loupée, parce que ça ne reprenait pas toute la mythologie autour de la créature, tout ce que faisait en fait le club des ratés adultes pour pouvoir lutter contre la chose, toutes les visions, etc. d'horreur, il y a beaucoup de choses qui sont passées sous silence, et ça c'est un vrai problème sur cette adaptation. L'autre problème aussi que l'on peut avoir avec notamment l'édition DVD et l'édition Blu-ray, donc à noter que nous avons grandi avec un certain doublage, et comme certaines œuvres des années 80, le doublage y était pour quelque chose. Je vais pas vous mentir, le doubleur français qui double Tim Curry, il faisait l'œuvre, hein. Voilà. Un petit peu comme le doubleur de Bruce Campbell dans les images off de l'Armée des Ténèbres. Ça fait le taf en fait. Donc ça faisait peur au niveau déjà de la voix qui était prise. Et même toute la violence, et ça c'est assez malin, passait aussi par le doublage d'Henry Bowers, etc. Donc, quel est le problème avec l'édition DVD de 2003 ? C'est que certains doubleurs sont morts, donc d'autres sont rappelés, mais ils amoindrissent un petit peu le ton. Donc, quand vous regardez la version DVD de 2003, déjà, vous avez juste à taper, voilà, il est revenu DVD 2003 doublage, et vous verrez toute la haine qu'il y a autour de ce nouveau doublage. Et vous pouvez vous demander pourquoi moi j'ai pas acheté l'édition Blu-ray de 2017. Parce que honnêtement, c'est le même doublage. Donc le gain en image, ça reste un téléfilm. Moi, le DVD me satisfait. Et je l'ai re-regardé, pas en entier, pour les besoins en fait de cet épisode spécial. Donc c'est assez déceptif à ce niveau-là. Par contre, on va lui donner des qualités. Pourquoi cette œuvre a marqué les rétines ? C'est que Tommy Lee Wallace, et là je peux mettre en parallèle par rapport au film de Muschietti, sans l'horreur graphique, arrive de par l'éclairage, de par le positionnement de la caméra et de par le découpage, à créer quand même des vrais moments horrifiques sans qu'il y ait d'horreur. Et ça, c'est quand même un tour de force. Je pense notamment à cette scène qui a hanté tout le monde, hein, notamment si vous faisiez du sport co et que vous preniez une douche au début des années 90. La scène de la douche avec le clown et le côté un petit peu animation image par image, ça amène quelque chose quand même d'assez flippant. On a aussi un magnifique effet prosthétique qui reprend le Teenage Werewolf, voilà, le film culte I Was the Teenage Werewolf des années 50, et qui était incarné par Michael London, hein, quand même. Voilà. On met un petit peu de culture dans 7ème dimension. Donc on a cet effet prosthétique qui est de toute beauté quand il poursuit Richie. Mais il y a beaucoup de libertés qui sont prises. Le côté sexuel est évacué. Alors on sait qu'il y a... Alors
on garde le triangle amoureux historique, hein, donc c'est-à-dire entre Beverly, Billy et Ben Hanscom, voilà. Donc il y en a un qui écrit ce fameux... et je vous avoue qu'en ayant revu le téléfilm et les deux autres adaptations, bon, au bout d'un moment, t'en as un peu marre de ce truc-là, mais c'est la base du roman. Donc on a Ben Hanscom qui écrit un poème à Beverly, et Beverly croit que c'est Billy qui l'a écrit. Et donc il faudra attendre le dénouement un peu plus tard à l'âge adulte pour comprendre. Mais voilà, on a ce triangle amoureux qui est maintenu, mais l'ambiguïté sexuelle, notamment au niveau du père abusif de Beverly, est évacuée, donc c'est à peu près suggéré. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui sont évacuées de l'adaptation, légèrement suggérées, et c'est surtout la deuxième partie du téléfilm qui est déceptive, hein, on comprend rien. Donc c'est-à-dire que la montagne accouche d'une souris. Autant l'entité sous sa forme de clown fait peur, autant son incarnation finale, qui est une sorte de scarabée araignée dégueulasse filmé en plan serré où des fois on comprend rien, c'est nul. Voilà, c'est complètement loupé et c'est assez déceptif. Donc c'est vrai que c'est quand même un bon plan pour l'année 90 parce que, à noter, parce que c'est quand même 20 millions de téléspectateurs par épisode lors de sa diffusion. Ça, c'est les chiffres américains. Voilà. C'est quand même une bonne affaire. Ce qui encouragera, bien entendu, le studio à lancer d'autres adaptations sous la même forme que j'ai citées, qui sont Le Fléau, Les Tommyknockers, Après la tempête du siècle et d'autres œuvres. À noter quand même, voilà, pour ceux et celles que ça intéresse, voilà, si vous vouliez creuser un petit peu plus l'univers cinématographique de Stephen King, je vous conseille deux bouquins, j'allais dire 2 romans. Donc, le premier étant celui-ci, voilà, donc ça c'est Stephen King fait son cinéma par Rokirama, c'est sorti il n'y a pas très longtemps, donc c'est quand même un bel ouvrage, donc si vous avez l'habitude de lire du Rokirama, forcément vous ne serez pas dépaysé. Le must-have étant le suivant, c'est-à-dire le Mad Movies hors série collector, donc qui est réédité au fur et à mesure, donc ça c'est la version cartonnée, donc c'est peut-être l'un des plus épais qu'ils aient fait, et ça couvre quand même jusqu'aux adaptations récentes, hein. Donc il y a tous les ça, etc. Donc il n'y a pas, le dernier Running Man, voilà, bien entendu, mais vu que notre ami Stephen King a le vent en poupe ces dernières années, donc ça fait 2-3 ans qu'il revient sur le devant de la scène au niveau des adaptations, donc un petit peu comme à cette époque bénite dont je vous parle, hein, en fait, hein, qui était le milieu des années 80 jusqu'au milieu des années 90, donc il y a de fortes chances que ce hors-série Mad Movies soit augmenté, et une nouvelle version augmentée, et moi, comme à chaque fois, je rachèterai la version augmentée. Il faudra attendre pas loin de 20 ans avant de voir débarquer une nouvelle adaptation, ayant les coudées franches, le budget nécessaire pour adapter ce roman phare de Stephen King et réparer, et ça on verra si c'est le cas ou non, réparer les trahisons faites par Tommy Lee Wallace pour les raisons qui étaient les siennes, celles du format télévisuel et des contraintes télévisuelles de l'époque. Alors, pourquoi 20 ans ? Parce qu'il faut le temps que le public mûrisse. Alors déjà au cinéma, on étend un petit peu les durées, on augmente les budgets. Et à noter aussi que le cinéma de genre, du moins le genre horrifique, se démocratise. Alors, par le biais du cinéma dans un premier temps, mais surtout par l'arrivée d'une nouvelle forme de consommation de contenu que sont les plateformes, et notamment Netflix. Et avec... on va dire le micro-ondes à référence qu'est la série Stranger Things, hein, donc qui a lieu dans les années 80, musique synthwave, retrowave, qui convoque Carpenter, les affiches de films d'horreur de l'époque, les consoles de jeux, Donjons et Dragons, les romans de Stephen King, donc il y a beaucoup d'emprunts à la société de production Amblin de Steven Spielberg, comme à l'univers de Stephen King, et effectivement, de par ce biais,
parce qu'on le retrouve aussi à tout niveau de la société de consommation, que ça soit dans les fringues, que ça soit dans la musique. On a un côté où les années 80, c'est un peu le truc du moment. Donc, le public est mûr, les budgets, la technique, notamment CGI-esque, donc, est désormais en capacité... Alors, ça, c'est un autre débat, parce que si on a vu le The Thing de John Carpenter, on sait très bien que de manière prosthétique, on peut faire des dingueries, mais tout est aligné, toutes les planètes sont alignées, pour que l'on puisse adapter proprement ce pavé de Stephen King. Alors, au début, ce diptyque, alors, on finance un premier film, mais dès le départ, il est affiché qu'on va respecter un petit peu le découpage du roman, et faire des choix assez clairs, donc c'est-à-dire vraiment avoir un premier film qui se concentre, du coup, sur la jeunesse des personnages, et un deuxième film sur leur partie adulte. Ce projet, il est porté par Kari Fukunaga, j'espère que je le dis bien, qui est derrière Beast of No Nation, donc un film Netflix qui a raflé de multiples récompenses, un James Bond et pas des moindres, Mourir peut attendre, et aussi cette fabuleuse série, notamment la fameuse première saison de True Detective. Donc on n'est pas là pour rigoler, en fait, dans ce point de départ. Donc lui, il va porter la réal et le scénario, et va s'adjoindre les services de Gary Dauberman. Alors je ferai pas de mauvais jeu de mots sur Gary Dauberman. Bon, on sent que c'est un amoureux du genre, mais il œuvre pour le James Wan Cinematic Universe, mais pas les meilleurs. Annabelle A3, c'est le réalisateur du 3. La Nonne et la nouvelle adaptation de Salem. J'ai pas osé regarder cette chose, mais vu les retours, que ça soit sur les blogs, les podcasts, les vlogs, etc., c'est quand même pas une bonne adaptation. Donc on préférera garder le souvenir de la version Toby Hooper, et c'est aussi lui qui est à l'origine de ce mauvais remake, celui de Freddy. Donc voilà, au scénario, c'est pas lui qui a réalisé. Donc il aime le genre, mais j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression qu'il lui fait du mal. Et patatras, coup de théâtre, Fukunaga, pour différents artistiques, dégage du projet. Alors le différent, il est simple en fait, c'est des questions de... Alors ce qui est évoqué, c'est question de budget. On lui confie pas le budget à la hauteur de ses ambitions, et c'est un budget de 35 millions de dollars. Donc ça veut dire que c'est le haut du panier d'une production Jason Blum. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et pour le remplacer, on fait appel à l'Argentin Andrés Muschietti. Alors Andrés Muschietti, il avait troussé, un Mama de bonne mémoire en 2013, avec déjà Jessica Chastain en tête d'affiche. Et on lui confie, en fait, le rôle de metteur en scène et de chef d'orchestre de cette nouvelle adaptation du Ça de Stephen King. Donc, budget de 35 millions de dollars, on peut le dire déjà présent. On va pas parler pour l'instant de la qualité du film, de si c'est bien ou pas, de si ça trahit ou pas. En attendant, c'est un carton. 704 millions de dollars. Donc 35 au départ, 704. Donc, j'ai envie de vous dire, les compteurs sont au maximum. Et du coup, avec ce film-là, on a déjà un premier changement notable par rapport à l'œuvre d'origine. C'est qu'on y déplace les deux temporalités. Donc, ce qui était censé se passer en 1959 se passe désormais en 1989. Voilà. Et ce qui est censé se passer dans les années 80 se passe dans la temporalité de tournage du film, c'est-à-dire en 2016, pour le deuxième chapitre. Donc déjà, ça, c'est le changement notable. Alors, les plus haineux d'entre vous pourraient dire, c'est normal, on surfe sur la vague Stranger Things. Et j'aurais tendance à vous donner raison. Il y a cette volonté de surfer sur la tendance, et il y a aussi, on va pas se mentir, si on veut à un moment donné parler aux générations actuelles, il faut élargir, je pense, entre guillemets, il faut changer les décennies. Après, c'est un débat. Moi, je pense qu'on aurait pu le laisser tel que c'était,
et finalement avoir ce côté années 80. Mais bon, il y a une volonté de parler aux jeunes générations et d'ancrer ça aux années 80, parce que peut-être que les années 50, c'est trop loin, et qu'on verra qu'avec, au final, le préquel, et c'est encore un autre choix qui est opéré. Donc déjà, le premier changement notable, c'est celui-ci. Et on peut le dire dès à présent, pour les plus coquins ou coquines d'entre vous, il n'y aura pas non plus l'orgie, faut pas rêver, c'est quand même le truc le plus inadaptable du monde. Peut-être que Lars von Trier pourrait s'y lancer avec un budget de 20 000 euros. Voilà, donc ça aura pas la même gueule, mais au moins il aurait les coups des franches. Donc, on n'aura pas ce côté-là. Par contre, effectivement, en tout cas pour cette œuvre-là, qui dure quand même quasiment 2h20, voilà, c'est pas radin. Graphiquement, c'est pas radin, c'est à la fois sa force et sa qualité. Alors, sa force, parce que du coup, toutes les visions, même des visions autres, parce que ça reste une adaptation, donc on n'est pas censé être à la ligne près. Donc, le principe, en fait, de Gripsou, c'est d'incarner les peurs enfantines, les peurs de chacun des protagonistes, et de prendre différentes formes, que ça soit un clochard mutant, ou alors on n'a pas le loup-garou, mais que ça change de taille, que ça se transforme, que ça aille piocher un peu du côté des transformations visuelles faites par Rob Bottin pour John Carpenter, c'est pas radin. Voilà. Par contre, forcément, ça perd en suggestion. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, le verre est à moitié plein ou à moitié vide, ça dépend comment on se positionne. Au niveau de la réal, moi je trouve que c'est plutôt bien emballé. Mais après, au niveau du casting, alors peut-être que mon sentiment est un peu biaisé, parce que moi j'ai grandi avec le téléfilm. Je trouve, alors les gamins font bien le job, mais je trouve ça un peu moins incarné. Voilà, je trouve ça un peu plus lisse, et on pourrait le rapprocher aussi de toute cette vague de Legacy Quell, parce qu'on y retrouve les mêmes acteurs, et c'est dommage, hein. Parce qu'un acteur comme Finn Wolfhard, qui incarne déjà l'un des héros de Stranger Things, de cette bande de copains qui est complètement braqué, enfin qui est un hommage à la bande de ratés, il incarne lui Richie dans cette œuvre-là. Et on le retrouvera aussi dans les Legacy Quell de SOS Fantôme. Donc à un moment donné, tout se mélange, et ça peut être un problème. L'autre problème, ce qui aurait pu être aussi un problème, c'est qu'il fallait pouvoir passer derrière Tim Curry. Et pour incarner Gripsou, ils font un choix audacieux. C'est-à-dire, ils font à peu près le même choix qu'a fait Tim Burton quand il a pris Johnny Depp. Johnny Depp, quand il joue dans Édouard Robin d'Argent et dans les différents Tim Burton, Johnny Depp, c'est un sex symbole. Et alors, Bill Skarsgård, qu'on convoque ici pour jouer Gripsou, lui n'est pas au même niveau de notoriété que Johnny Depp, mais c'est plutôt une belle gueule. Donc on pouvait se poser la question de est-ce qu'il va faire le job ? Et honnêtement, c'est peut-être l'une des plus belles surprises à la fois de ces diptyques et à la fois du préquel télévisuel dont je parlerai un peu plus tard. Il fait vraiment bien le job, il est flippant à souhait, et c'est vrai que le mélange de prosthétique CGI derrière lui permettre d'incarner peut-être la vision la plus horrifique et de coller aux aspects les plus horrifiques et tortueux du roman de King. Donc ça, c'est vraiment l'un des avantages de ce film-là. En termes de pure adaptation, et réintroduit le rituel de Chud, en tout cas c'est cité, l'origine on va dire cosmique de l'entité, les Amérindiens aussi. Et je trouve qu'il y a des ajouts assez intéressants. Dans le Tommy Lee Wallace, on avait les gamins qui feuilletaient un journal, et on avait un album photo, et on avait cette photo qui s'animait, qui montrait que Gripsou était là depuis très longtemps, depuis le début du siècle dernier, et il y avait une main qui sortait
du coup de l'album photo, ben dans celui-là c'est un film Super 8 qui est utilisé, donc c'est plutôt malin, et on a quand même le clown dans une scène qui a quand même assez bien filmé, qui va investir carrément le garage et sortir du mur là où est projeté du coup le film Super 8. Donc ça marche plutôt bien, il y a beaucoup de passages bien incarnés visuellement. Après, à noter, parce que ça je l'ai noté, la photo est parfois inégale. Dans les zones obscures, ça fait plutôt bien le taf, mais par moments c'est quand même assez fadasse. Et pourtant, on a Chong Chong-hoon, qui est le directeur photo de Park Chan-wook. Voilà, donc c'est quand même pas un manchot. Mais il y a un côté, des fois où c'est peut-être un peu entre guillemets télévisuel, voilà, de ce qu'on peut retrouver dans ce côté un petit peu bouché de la colorimétrie des images, ce qui n'enlève pas le côté roller coaster, belle petite péloche horrifique. On va dire que pour une année 2017, on est quand même sur le haut du panier, même si on peut regretter que le CGI, en termes d'éclairage, soit un peu trop visible. Et c'est aussi un gros problème, malgré toutes les qualités, du préquel télévisuel de Prime Video. C'est-à-dire que, et ça je l'évoque souvent, que ça soit en cours ou ailleurs, le problème en fait n'étant pas le CGI lui-même, le problème c'est que le CGI, pour bien l'utiliser, il faut retenir un petit peu des enseignements du passé, quand le prosthétique marchait bien avec l'éclairage. Et il faut garder ce côté éclairage ou mettre des effets par-dessus les effets, comme a pu le faire en fait Guillermo del Toro avec Pacific Rim, pour vendre son robot géant et ses kaiju, c'est-à-dire qu'il faut mettre un contexte, la nuit, de la flotte, ou même Gareth Edwards avec Godzilla, c'est l'un des meilleurs exemples, de la poussière, jouer sur la profondeur de champ, etc. Et le problème, notamment de ce chapitre 1, et d'autres bandes du même acabit, c'est que le CGI est full frontal, éclairage quasiment naturel, et donc du coup on le sent, quoi. Voilà, même si c'est bien intégré, ça manque encore d'incarnation, et c'est vraiment en termes d'éclairage et d'effet par-dessus l'effet qu'il faut travailler pour une meilleure intégration. Et ça c'est vraiment dommage. Mais j'ai envie de dire, par rapport au téléfilm d'origine, il y a quand même un gap. Le côté horrifique est pleinement assumé. Il y a une envie, il y a une envie de cinéma, il y a une envie de rendre justice à cette œuvre-là. Et je peux comprendre que là, par exemple, on est en 2026, donc ça fait ça va faire 10 ans que celui-là est sorti, que ça puisse être la même porte d'entrée que le téléfilm d'origine a été pour nous, enfants, dans l'univers Stephen King. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, comme je vous le dis, grosse recette, donc forcément grosses attentes, et faudra pas attendre longtemps, donc c'est-à-dire 2 ans plus tard, pour que sorte sur nos écrans ce chapitre 2, et ce chapitre 2 qui était censé être plein de promesses. Donc retenez bien que si le téléfilm mélangeait un petit peu les deux temporalités, dès son premier acte, dès son premier téléfilm, celui-là nous avait dit, en tout cas c'est ce qui était dit dans la presse, de ce que convoquait Muschietti, même Stephen King se faisait le relais, que ça allait nous venger de cette deuxième partie déceptive, et qu'on allait vraiment prendre le taureau par les cornes. Alors déjà, sachez que c'est quand même une production Warner Bros. Voilà. Donc, on le sait dès à présent, Warner Bros, ça tient à rien que dans pas longtemps, ça s'appelle Netflix tout court. Mais en tout cas, Warner Bros était encore à ce moment-là un des nombreux studios à soutenir le genre, que ça soit du George Miller ou les Wachowski, et notamment cette adaptation de Stephen King. Là, il lui double la mise. Donc, c'est-à-dire qu'on passe de 35, un peu plus du double, à 79 millions de dollars. Et la durée s'en ressent, c'est quand même un beau bébé de 2h50. Bon, on va le dire dès à présent, sur le résultat final, c'est beaucoup trop. Même si il s'en donne à cœur joie, c'est beaucoup trop
pour ce que ça a raconté. Et ce budget permet à Muschietti d'avoir un sacré casting. Donc, dans les têtes d'affiche pour incarner les versions adultes, dans le rôle de Billy le Bègue, on a James McAvoy. Donc on a Monsieur X-Men préquel, on a ce que j'apprécie beaucoup aussi dans la trilogie incassable de M. Night Shyamalan, on a dans le rôle de Beverly Jessica Chastain, qui était déjà présente dans Mama, mais qui est une incontournable aussi, une très grande actrice, et on va avoir aussi, j'ai relevé les plus notables, Bill Hader dans le rôle de Richie, qu'on avait déjà vu dans la bande de Judd Apatow, et notamment Supergrave. Donc, on met les petits plats dans les grands, et ce deuxième chapitre, alors, n'a pas été forcément bien accueilli. Donc, 80 millions de dollars de budget, c'est quasiment 500 millions de dollars de recettes. On voit bien que c'est beaucoup moins que le premier, parce qu'il n'a pas eu un bon bouche à oreille, de par le fait qu'il se permet... Après, c'est discutable. Quelques micro-trahisons. Alors, la première trahison, alors désolé, là je vais spoiler pour ceux qui n'auraient pas lu le bouquin, donc vous pouvez passer à une toute autre activité à partir de maintenant. Donc, dans le bouquin, dans le final, il se passe plusieurs choses. Donc, c'est-à-dire que on a Audra, qui est la petite amie actrice de Billy, qui va le suivre et qui va se retrouver du coup envoûtée, parce que ça c'est une des caractéristiques, et qui est bien reprise d'ailleurs dans cette adaptation. D'ailleurs, on comprend bien ce que ça veut dire flotter, parce qu'on voit les gosses flotter, on comprend en fait que l'entité sous sa vraie forme est capable de vous mettre en transe et de vous faire flotter. Voilà. Donc elle se retrouvera dans le final, du coup, on va dire hypnotisée, donc en train de flotter. Le mari maltraitant de Beverly, c'est lui qui va amener en fait la compagne de Billy à ça, et lui va se retrouver aussi dans ce méli-mélo final, mais c'est surtout que dans cette forme arachnéide pour lequel va opter l'entité, ça lui permet de pondre des œufs en fait. Et il y a une notion dans la mort finale de l'entité qui est qu'elle veut rester en vie pour sa descendance en fait, qu'elle ne veut pas disparaître, et promet monts et merveilles et richesses, mais finalement elle meurt en fait. Mais il y a ce côté quand même un peu ouvert du roman, où il y a quand même des œufs qui ont été pondus, donc il y a un mode de reproduction, et on comprend aussi que l'entité est entre guillemets transgenre. Voilà, donc il y a ce côté, voilà, parce qu'on symbolise l'entité par un clown, mais au final, c'est quand même une entité qui est capable de se reproduire. Donc il y a ce côté-là, donc voilà, c'est le terme que je cherchais, c'est hermaphrodite. Voilà, donc il y a ce côté-là qui n'est pas du tout présent en fait dans cette adaptation de Muschietti. On retrouve le côté arachnéide, il n'y a pas le côté des œufs, et est évacué. Contrairement au téléfilm, alors téléfilm, il y avait le côté arachnéide, mais il n'y avait pas les œufs, mais il y avait Audra, mais il n'y avait pas forcément le mari maltraitant. Donc il y a des choix qui sont faits dans les adaptations. Moi je trouve que c'est un peu dommage, surtout que comme il y a une volonté d'en faire une franchise, je trouve que c'est complètement con d'être passé à côté du mode de reproduction de l'entité. Je trouve ça débile. Mais non, pas débile, plutôt dommage, et que ça aurait mérité d'être présent. Pourquoi ça y est pas ? J'en sais rien. Donc, et je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire par la suite. On n'est pas à une incohérence près, on y reviendra sur le côté incohérence par rapport au préquel. Donc, voilà les principaux changements. Alors, dans le premier, on n'avait pas le côté aussi du loup-garou, qui était dans le roman, dans les multiples formes que va prendre l'entité. Il y avait d'autres choses qui étaient un peu poussées. Dans le chapitre 1, on accentuait un petit peu la relation incestueuse, c'était beaucoup plus suggéré, donc c'était un peu plus cool. Donc celui-là est beaucoup plus long, et il alterne vraiment par moments. C'est assez redondant, surtout quand on le regarde. Alors la première fois ça passe, mais à la revoyure c'est assez redondant, parce que comme chacun des personnages doit se reconnecter, parce que voilà, la grosse particularité aussi qui est à la fois dans toutes les adaptations et dans le roman, c'est que plus on s'éloigne de Derry, plus on oublie. Donc au début, Mike
Mike Enlon, qui est lui, entre guillemets, le phare, le gardien du phare, qui est resté dans la ville, lui se souvient de tout et attend que chacun de ses amis se reconnecte avec ses souvenirs par différents objets. Donc, du coup, on va se taper quand même des passages, je me reconnecte à un truc, et va arriver la scène horrifique. Ah, au final, finalement, j'y crois pas parce que je suis adulte, et c'est pas vrai. Et on passe au personnage suivant, et au personnage suivant, et au personnage suivant. Ce qui est dommage aussi, autant le trio dont je vous ai parlé, Richie, Billy et Bev sont bien traités, autant ce qui faisait la forme du téléfilm de Tommy Lee Wallace sur les rares trucs qui étaient cool dans la deuxième partie, c'était la transformation de Ben Hanscom, qui était le bully de l'équipe parce qu'il avait de l'embonpoint, et là qui devenait en fait un architecte à succès. Et là c'est le même, on va dire, c'est le même, la même storyline. Sauf que, bon, l'acteur est assez fadasse. Voilà. Donc, il est assez fadasse, et effectivement, le point de pivotement à la fin, sur le fait donc de toujours l'histoire du poème, etc., quand il est censé raccrocher les wagons et que y ait une notion, entre guillemets, d'attirance entre Beverly et lui, bon, c'est rentré au chausse-pique. Voilà, on va pas se mentir, ça se fait en un claquement de doigts. Bon, c'est pas comme ça que ça marche dans la vie, donc ça, c'est dommage. C'est un arc narratif qui était attendu et qui était assez facile à mettre en place, qui est assez loupé. Et d'ailleurs, même le personnage de Beverly n'en sort pas forcément grandi, hein, parce qu'elle, d'une scène à l'autre, elle roule des galoches, et même Billy, hein, elle roule des galoches à Billy qui a laissé sa meuf. Bon, lui, il a aucun problème, il a galoche, machin, avec son air d'ahuri. James McAvoy est très bien là-dedans. Voilà. J'ai presque envie de dire qu'il est en roue libre. Donc, ouais, il se fait galocher, puis elle, après, elle pivote sur elle. Ça n'a aucun sens. C'est assez mal amené. Je trouve que c'est dommage, alors que dans le téléfilm et dans le roman, c'est beaucoup mieux amené. Donc, après, vous pourriez vous dire, en fait, ils font un peu ce qu'ils veulent. Oui, mais c'est un peu complètement con quand on a déjà vu une adaptation précédente. Après, visuellement, ça a de l'ampleur. On va pas se mentir. Il a le moyen de ses ambitions. Le lien avec le côté cosmique de l'entité, le rituel de Chod, tout ça est bien amené. Hein. Ça amène, et j'ai envie de dire, ça rend justice, et ça donne un petit peu d'envergure. Là où le téléfilm l'était un peu moins, voire beaucoup moins. Et ça ouvre un peu les chakras sur les possibilités. Parce que il faut pas oublier que quand on regarde le téléfilm, on peut se poser la question, quand on a lu le bouquin et qu'on comprend que cette entité-là est là depuis des siècles et est dévore les vivants, on se dit, mais pourquoi elle reste adhérie, en fait ? Donc ça sera creusé un petit peu dans le préquel sur Prime Video, mais on comprend bien le côté de lutte ancestrale, de toutes ces choses qui étaient abordées dans le bouquin, et qui sont, on va dire, on ouvre un petit peu des portes, et ça c'est plutôt bienvenu sur ce chapitre 2, donc c'est pas un mauvais effort. Donc, le sentiment global, quand on regarde les deux films coup sur coup, hein, donc sachez que, voilà, donc là, je les ai, hein, donc bien entendu, tous deux édités. Alors là, je vais plutôt l'orienter comme ça parce que j'ai l'impression que ça crame hein, sur l'écran. Donc, tous deux disponibles en Blu-ray chez Warner, avec pas mal de bonus d'ailleurs. En même temps, ce sont des films qui ont marché, donc on n'est pas trop radin sur les éditions simples. Donc, un diptyque qui se trouve facilement aussi sur les plateformes de stream, hein. Donc un coup on l'a sur Prime Video, un coup on l'a sur Netflix, mais comme vous avez bien compris avec leur achat, ça fera partie du catalogue Netflix à terme. Donc quand on les regarde coup sur coup, on passe un bon moment. Encore faut-il avoir, comme je vous l'ai dit, quasiment 5 heures devant vous. Ça peut faire un dimanche après-midi pluvieux, c'est pas déshonorant. À ma lecture actuelle, donc d'adulte de 45 ans, je suis capable de vous dire que oui, globalement, c'est mieux que le téléfilm avec lequel j'ai grandi, mais ça n'a pas le même charme. Voilà, donc il y avait un côté un peu, comme je vous l'ai dit, voilà, que ça soit dans le doublage, etc. On prenait on prenait d'autres chemins pour faire peur, donc il a son charme, mais par contre, aujourd'hui, vous le montrez ce téléfilm à cette génération qui vient de découvrir celui-là, donc c'est clair qu'il n'y a pas moyen. Voilà, c'est sûr qu'on leur fera pas accepter. Donc c'est plutôt
une bonne affaire. Et comme je vous l'ai dit, ne reprenant pas cet arc qu'on a dans le roman, au niveau de la ponte des œufs, très rapidement est annoncé un projet de préquel. Donc ce préquel, au final, il met pas longtemps à arriver, 5 petites années, et c'est par le biais en fait d'une production HBO ou HBO Max, donc Prime Video si vous suivez toujours, et bientôt Netflix, donc on fait un peu le liant. Donc 80 millions de dollars de budget. 8 épisodes à durée variable de 55 minutes, voire jusqu'à 1h20 pour les épisodes importants. Comme le dirait Cédric ici même, 8 heures, voilà, quand on avait chroniqué Alien Earth, 8 putains d'heures à se regarder du coup cette mini-série, voilà. Et on va le dire dès à présent, autant Alien Earth, ça a été une douleur. Voilà, donc ça, je vous encourage du coup à jeter vos oreilles, vos yeux, les deux en même temps sur notre épisode intitulé Le Dévoreur de Monde. Voilà, on y traite notamment de cette série Disney, qui est un saccage, qui est les pires moments de télévision ou de cinéma ou de tout ce que vous voulez que j'ai pu avoir ces derniers temps. Autant cette série-là. Alors oui, il y a des longueurs. Ça reste une série de toute manière. C'est très compliqué. Je ferai le point du coup au fur et à mesure sur le côté streaming, sur le côté série, etc. Mais c'est vrai que comme il faut tenir un calendrier et on va dire le spectateur en haleine, automatiquement on a des longueurs, et ça c'est le grand drame. Même si on n'a que 8 épisodes, on n'est pas sur des séries à X-Files où vous avez 42 épisodes, mais on avait des loneurs, on avait un fil rouge. Donc là on a 8 heures, et on va pas se mentir, ce qui est fait en 8 heures pourrait être fait en 6 heures. Voilà, donc ça pourrait être fait en 6 épisodes. Mais c'est quand même de haute volée. Je me suis régalé, et alors tour de force, alors, comme je vous l'ai dit, le diptyque, il n'est pas avare en CGI horrifique gore. C'est plus bourrin, la série, et plus bourrine que les deux adaptations cinématographiques. Ça, c'est quand même un tour de force. Alors, et c'est quand même aussi la magie actuelle des plateformes. C'est quand même un truc qui est censé se retrouver sur un écran, donc qui est censé être à la portée de tout le monde, mais on ouvre les vannes. Donc visuellement, alors je parle en termes de réal, de direction d'acteur, parce que c'est toujours Andrés Muschietti qui est à la création sur certains épisodes, avec Jason Fuchs. Voilà, j'ai relevé que c'est le mec qui a scénarisé Minecraft et qui était acteur dans La La Land. Bon, écoute, s'il a mis juste les bifetons pour que ça sorte, c'est déjà pas mal. Mais c'est vraiment Andrés Muschietti qui est aux manettes. Et l'ancrage, en fait, de cette série qui s'appelle Ça, Bienvenue à Derry, l'ancrage, c'est de remonter en arrière. Et là, c'est des choix qui peuvent être discutables. Mais en même temps, on sent quand même qu'il y avait un plan dès le départ. Si on revient sur le pivotement de temporalité, où on parlait des années du basculement des années 60 vers 80, des années 80 vers les années 2016, le préquel se base dans les années 60 et va ouvrir le lore et développer en fait toute la mythologie qui était déjà présente dans le bouquin. Alors, quelle était la mythologie présente autour de Gripsou dans l'œuvre de Stephen King ? Pareil, pour ceux qui voudraient ne pas se faire défricher en fait tout ça, vous pouvez passer sur autre chose et regarder ça à un autre moment. Mais globalement, était évoqué, quand Mike Enlund fait des recherches sur l'histoire de Derry, on avait différents événements qui avaient lieu pendant la conquête de l'Ouest, qui avait lieu au début des années 30. Donc on parlait de colons, donc par la conquête de l'Ouest, qui se sont fait dévorer. On parlait d'une usine. On parlait de plein de choses, en fait. Et on parlait aussi, notamment, d'un épisode, voilà, qui traite du Black Spot. Voilà, donc je suis obligé de le lire, parce que j'allais dire le Black Rock, ça n'a rien à voir. Donc le Black Spot, un événement, en fait, qui avait lieu dans les années 60, qui n'était pas du tout traité dans le téléfilm, mais qui était évoqué. Donc il y a des temporalités. Et c'est vrai que dans le bouquin est évoqué que la créature est là depuis des millions d'années. Et
on pourrait se poser la question de qu'est-ce qui la retient. Et c'est là où la mythologie et le lore va être augmenté, entre guillemets. Alors, il est augmenté de deux manières. C'est-à-dire que ce préquel va faire venir les Amérindiens, donc qui sont liés au rituel de Chod. Donc on va piocher dans le bouquin et on va étendre un petit peu. Et on va aller piocher aussi au niveau de l'univers étendu de Stephen King. Alors là, certains et certaines pourraient crier à la trahison, à l'offense, mais c'est déjà quelque chose que Stephen King a fait lui-même, notamment avec sa saga littéraire qui est La Tour Sombre, où on sait que notamment l'entité qui est derrière Gripsou côtoie une autre entité, qu'elle est là depuis l'origine du monde, qu'on y côtoie aussi le Randall Flagg du Fléau, et que, notamment dans le roman 22-11-63, on a un passage qui se déroule aussi à Derry, et on a évoqué Gripsou, donc il y a tout un univers, on a la série aussi Castle Rock, qui est sous l'égide, qui est produite par Stephen King. Donc Stephen King n'est pas étranger aussi à cette ouverture de son propre univers, donc Stephen King Cinematic Televisual Universe. Donc on va convoquer ça, et on va aller amener aussi une figure, voilà, aussi de l'univers de King, qui est Dick Hallorann. Et Dick Hallorann, c'est le mentor de Danny dans Shining, le roman, qui est évoqué aussi dans Doctor Sleep, et qui est présent aussi dans Shining, l'adaptation de Stanley Kubrick. Donc ça peut faire grincer des dents, et moi je trouve, moi ça m'a fasciné. Voilà, je vais pas vous mentir. L'ouverture du lore, avec le côté amérindien, parce que ayant lu pour vraiment pleinement savourer tout le travail qui est fait sur ce préquel, il faut s'être cogné le roman, le téléfilm, etc., toutes les adaptations, mais je trouve que ça a du sens d'ouvrir un peu les vannes à ce niveau-là, et il y a une volonté aussi de Muschietti de couvrir différentes époques. Donc en fait, ce qu'on pourrait considérer comme une mini-série autonome, ne le sera pas. Donc voilà, on peut déjà l'annoncer. Donc la saison 1 couvre les années 60, et son optique avec les prochaines saisons, c'est de remonter en arrière en fait dans le temps, pour couvrir différentes époques. Et je trouve ça assez fascinant. Et sans trop spoiler, il donne aussi des raisons pour lesquelles la chose en elle-même donc reste emprisonnée à Derry, parce que l'engin, en fait, d'espèce de météorite avec laquelle elle arrive, qui est déjà teasé notamment dans le chapitre 2 de Muschietti. Donc là, on le voit aussi. La météorite en elle-même, il met du temps à s'en extraire, et les fragments sont sa prison. Et les Amérindiens vont utiliser différents morceaux de cette météorite pour mettre des piliers et la contenir, en fait. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et Hallorann, lui, est convoqué sur une nouvelle intrigue qui est liée, en fait, à l'armée américaine, à une base secrète de l'armée américaine. Et ça convoque un truc que j'aime beaucoup, qui est lié aussi à toutes ces recherches, à tout ce lore, en fait, autour de la zone 51, etc. Et il y a et qui convoque aussi une légende aussi qui était avérée, en fait, comme quoi, et qui est reprise par Guillermo del Toro, et notamment la BD d'origine Hellboy de Mike Mignola, qui était de se fonder, en fait, sur le fait que Hitler recherchait des artefacts magiques pour pouvoir gagner la guerre. Et effectivement, on a cette armée américaine, et je trouve ça assez intéressant, qui va, notamment son général, qui est incarné par cette vieille baderne de James Remar, qui va, ayant été traumatisé enfant, qui revient en tant que directeur des opérations pour l'armée américaine, et qui va mener une mission secrète pour essayer d'utiliser la créature comme menace pour gagner la guerre froide. C'est plutôt malin, en fait. Je trouve et Rick Hallorann, voilà, il est raccroché dans les wagons, parce qu'on sait qu'il a ce passé militaire, et est utilisé comme une sorte de détecteur pour la chose, et comme pare-feu, une sorte de bouclier. Donc il y a plein de sous-intrigues qui sont assez intéressantes, et qui sont largement mieux maîtrisées que les conneries qui ont été amenées dans Alien Earth. Donc le lore est intelligemment étendu, par contre il y a un loupé. Voilà. Donc oui, c'est un peu compliqué, il faut faire attention. Bon, en même temps, on peut le dire que c'est un loupé parce qu'il y a des millions de dollars, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont payés là-dessus. Il y a le même, et c'est fou, à chaque fois qu'il y a des préquels qui sont tournés après, il y a toujours un loupé. Alors, les loupés connus, c'est quoi ? La revanche des Sith,
la jonction entre La Revanche des Sith et Un Nouvel Espoir, bon, ben, on passe de Obi-Wan, général des armées avec multidroïde, à Obi-Wan gâteux qui découvre la vie. Voilà, donc ça, c'est complètement con. Pareil pour la bataille des 5 armées avec la communauté de l'anneau. Donc, c'est-à-dire que tout le début, là où l'autre il essaye de comprendre c'est Sauron quoi qui est revenu, c'est complètement con parce qu'il le sait dans la bataille de l'armée. Et bien là, on a le même problème, c'est-à-dire que là, on est à 3 niveaux dans les générations. Donc, si vous suivez toujours. Donc, ça veut dire que là, au niveau de Mike Enlon, on est au niveau de son grand-père et de son père. Voilà. Et le grand-père et le père sont toujours restés à Derry et ont eu affaire, en fait, quand on voit tout ce qui est déroulé dans ce préquel, sont directement en confrontation avec le clown. Mais de l'autre côté, si on regarde l'adaptation de Muschietti, parce que on a le côté du grand-père qui apparaît de Mike Enlon, parce qu'on sait que son père est mort dans un incendie, etc. Mais à aucune manière c'est fait mention de ce truc-là, qui est juste... Enfin, je sais pas si t'as... Comment dire ? Si t'as vécu tout ça, mais t'as, comme le font dans cette série préquelle, les Amérindiens, tu te le transmets de génération en génération. Et là, pas du tout. Voilà. Donc là, il y a un loupé à ce niveau-là. C'est complètement con. Voilà. Je comprends pas ce qui s'est passé. C'est dommage. Hein. Alors après, si on met de côté ce truc-là, ça fonctionne bien. Moi, j'ai noté, donc... alors, il y a toujours les mêmes défauts que dans le diptyque, c'est-à-dire problème d'éclairage avec les CGI. Par contre, ça rigole zéro hein, en termes de gore. Et ça y bouffe des gamins, mais sérieusement. Hein, donc c'est, j'ai envie de vous dire, on se demanderait si on n'a pas le réal des Terrifier qui est passé derrière, en fait. Hein. Donc c'est quand même c'est du costaud. Heureusement qu'il y a une espèce de distanciation avec le CGI pour que ça passe. Donc, point positif, donc on a l'augmentation du lore. Qui est assez intéressant. Le côté horrifique. Les gamins font bien le taf. Il y a des moments touchants. Je vais pas spoiler au niveau des épisodes. Il y a quand même pas mal de... Je trouve qu'ils le font bien et ça se rapproche de ce qu'était la force en fait. Et qui faisait qu'on a apprécié toute la saga Freddy, notamment du 1 jusqu'au 6. C'était qu'on avait des personnages assez creusés, même jusqu'au second rôle, et on était concernés par ce qui leur arrivait. Et je trouve que les gamins font bien le taf. Et gamins, notamment, qui sont censés être les parents voilà, des futurs héros du diptyque. Et pareil, ils se sont pas éloignés de Derry, donc ils ont pas oublié, donc on comprend pas pourquoi ils transmettent pas. Voilà, c'est la seule erreur dans cette mini-série. À noter 2 épisodes dantesques que même le King lui-même avait teasé sur les réseaux, qui sont l'épisode 7 et l'épisode 8, donc un dédié au Black Spot, voilà, qui est quelque chose qui est évoqué dans le roman, et The Winterfire. Si vous adhérez à ce côté univers étendu, en accord en fait avec les écrits de King, l'épisode final il est incroyable. Je trouve que l'épisode final de cette série est peut-être un cran au-dessus de ce qu'a fait Muschietti sur son diptyque. Hein. Donc vraiment, hein, sur une durée d'1h20, on a quelque chose d'haletant, c'est bien mené, il y a beaucoup d'enjeux et de storylines qui sont finalisés, etc. C'est très satisfaisant. Et moi, j'attends de pied ferme cette seconde saison avec impatience. Non, vraiment, c'était un vrai bon moment. Du coup 2 plateformes, donc on peut le noter, c'est quand même pour 2025 ça a été le must entre guillemets de ce qu'on pouvait nous proposer en termes de gros budget horrifique. Alors comme on le finit toujours dans la vérif ou même dans les épisodes longs, dans l'héritage en fait de tout ça, donc on vient de le noter avec cette série préquelle, on a aussi l'héritage derrière. C'est quoi ? C'est que King est de nouveau dans la place, hein. On vient de se taper cette année coup sur coup 2 adaptations, donc la première Running Man par Edgar Wright qui est une demi-molle, voilà, j'ai envie de dire, ça reste le haut du panier, c'est quand même pas
non plus un excellent film. Mais en tout cas, ça fait son taf, on va dire, entre moment du samedi soir, voilà, mais on aurait pu en attendre mieux de la part d'Edgar Wright, mais on comprend que c'est son plus gros budget, etc. Et un Marche ou crève, plus petit budget, alors je l'ai pas vu, mais de ce qui a noté, c'est que ça a quand même bonne réputation jusqu'au final, mais en tout cas, je pense que je vais me le faire assez rapidement. Et bien entendu, la saga Terrifier, qui est l'incarnation assez rapide visuelle d'un autre clown, parce qu'on avait besoin d'un nouveau clown pour venir enfoncer le précédent, et qui est pas rien. Et d'ailleurs, je peux vous l'annoncer, on se cogne à 7ème dimension, la trilogie Terrifier, et ben juste avant Halloween, les amis, et juste avant la sortie du 4, parce que, souvenez-vous, à 7ème dimension, c'est quoi notre créneau à nous ? C'est le cinéma de genre, et c'est un peu le vôtre. Et j'espère que cet épisode dédié à la saga, à la franchise, vous a plu. Comme d'habitude, je vous l'ai dit, on n'hésite pas à partager, à cliquer sur la cloche, à s'abonner. Tiens, pour 2026, si vous ne saviez pas quelles étaient vos bonnes résolutions, vous reprenez contact avec vos proches, et vous leur demandez en fait de s'abonner à 7ème dimension. En tout cas, je vous remercie. Moi, j'ai pris un maximum de plaisir à me refaire un épisode un peu solo à l'ancienne. Et très rapidement, toute l'équipe de Grands Malades que j'ai réunie l'année dernière me rejoindra pour d'autres sujets. J'en dis pas plus. Donc, comme à mon habitude, je vous remercie pour votre écoute. Et on n'oublie pas, je le redis une deuxième fois, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre bordel. Merci pour votre écoute. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7ème dimension en mode podcast. Coucou Eddie, c'est William. C'était déjà pour te dire encore merci pour l'épisode Chucky, et je me disais que ça serait cool que 7ème dimension fasse un épisode sur Piège de cristal, les 3. Après, je crois que c'est Un jour en enfer, le titre. Voilà, j'en ai déjà parlé à papa, il m'a dit que de t'en parler avec le répondeur, comme ça j'essayerai et tout. Voilà, je suis en train d'écouter l'épisode que t'as sorti aujourd'hui. Pour l'instant, il est très cool. Voilà, c'est toujours aussi bien 7ème dimension. Continuez comme ça. Bisous.